La nouvelle est tombée avec 24 heures d'avance. François Fillon a été mis en examen dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs de sa femme Pénélope. Lors de son audition ce mardi, le candidat des Républicains a refusé de répondre au juge d'instruction qu'il avait convoqué. Les élections législatives aux Pays-Bas, 13 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le dernier débat télévisé a vu les principaux candidats s'affronter ce mardi. Deux hommes font toujours figure de favoris, le Premier ministre actuel, Mark Rutte, et son rival populiste, Geert Wilders. Et puis nous prendrons la direction de New York, toujours en état d'urgence. La ville a été frappée par la tempête Stella, à l'image d'une bonne partie du nord-est américain. Des écoles ont dû être fermées, des milliers de vols annulés. Un blizzard néanmoins moins violent que prévu. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. François Fillon a donc été mis en examen ce mardi dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs de sa femme Pénélope. Le candidat des Républicains à l'élection présidentielle a été convoqué dans le bureau des juges d'instruction, mais il a refusé de leur répondre. Dans une déclaration, il a néanmoins réaffirmé que l'emploi de son épouse n'était pas fictif. Une mise en examen qui marque un tournant majeur dans cette course à l'Élysée. Arnaud Comte. François Fillon vient d'être mis en examen. Il est 14 h. L'information n'est pas encore connue lorsque le candidat de la droite arrive à la Fédération nationale des chasseurs. Lui seul est au courant. Il ironise alors sur sa situation. Parler à la chasse française, à la ruralité française. Dans cette campagne présidentielle où les balles volent bas, je peux vous confier en souriant qu'il ne me déplaît pas d'être aux côtés de vrais chasseurs. Initialement convoqué demain chez le juge, François Fillon, via ses avocats, a demandé à faire avancer la rencontre, qui a finalement eu lieu ce matin dans le plus grand secret. Dans le bureau des magistrats, François Fillon ne répond pas aux questions, se contente de lire un communiqué avant de se voir notifier ses 3 chefs de mise en examen. Détournement de fonds publics, complicité et recel d'abord. Cela concerne les soupçons d'emploi fictif liés à l'embauche de sa femme Pénélope en tant qu'attaché parlementaire. Deuxième chef, recel et complicité d'abus de biens sociaux. Dans le viseur de la justice, cette fois, les doutes sur le travail réalisé par Pénélope Fillon pour la revue des Deux Mondes, propriété de Marc Ladré de la Charrière, ami du couple Fillon. Enfin, mise en examen aussi pour manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Cela concerne un prêt de 50 000 € de Marc Ladré de la Charrière que François Fillon dit avoir omis d'inscrire dans sa déclaration. Mise en examen donc, mais toujours candidat. J'ai dit que si j'étais mis en examen, je ne serais pas candidat, mais à condition que les conditions de cette mise en examen soient normales, que ce soit les mêmes pour tout le monde. Je ne vais pas déférer aux ordres de ceux qui instrumentalisent la justice en renonçant à ma candidature. Ce matin, le journal Le Parisien révélait un nouvel élément du dossier. Les 2 enfants de François Fillon, Marie et Charles, ont reversé une partie de leur salaire d'attaché parlementaire à leurs parents. Des remboursements qui intéressent aussi la justice. Nicolas Dupont-Aignan, lui, n'arrive toujours pas à décoller dans les sondages. Peu importe, le candidat de Debout la France continue tant bien que mal sa campagne sur le terrain. Il multiplie les rencontres pour expliquer son programme. Sécurité, emploi, laïcité, avec toujours le même mot d'ordre, le patriotisme républicain. Manuel Tissier. Nicolas Dupont-Aignan remonte en scène. 5 ans après sa première candidature, il retrouve l'ivresse des tribunes et revendique son ancrage à droite. Allez, qui la veut? Je m'arrête là. Je pense que seul un patriote républicain, social, sérieux, peut gagner face au système. À 25 km de Paris, hier, 30 000 habitants. Le fief de Nicolas Dupont-Aignan, député et maire réélu 3 fois au premier tour. Au cœur de son projet présidentiel, le développement des PME. Sécurité, fermeture des frontières, mais aussi baisse des charges et maintien des services publics. Le candidat Dupont-Aignan s'inspire dans des programmes très variés. Votre programme, c'est pas un macaron avec un peu de Mélenchon, un peu de Le Pen dedans. Et alors, si on évite les excès des deux, et qu'on prend... Mais c'est quoi un beau patriotisme républicain? Un beau patriotisme républicain, c'est le meilleur de la République et le meilleur de la nation. Depuis son bureau, le maire a déjà construit son gouvernement virtuel, avec des personnalités surprenantes. Ouais. Alors, dites-moi un peu. Natacha Polony, parce que c'est une femme bien. Ramayad, parce qu'elle avait été courageuse à une époque. Irène Frachon, il paraît qu'elle n'est pas de droite. Je ne sais pas si elle veut, mais parce qu'elle a dénoncé le Mediator. Moi, je veux des gens courageux.
Est-ce que c'est pas tout de même de l'affichage, du marketing? Non, c'est pas de l'affichage. Non, c'est d'expliquer aux Français qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les politiciens professionnels les plus abîmés, les plus usés depuis tant d'années. Parmi les élus de la région, ce gouvernement atypique fait sourire. Je le trouve absolument pas crédible. Ses propositions sont fantaisistes. Sa proposition de gouvernement ressemble plus à un casting de télé-réalité que... Il n'y a pas de cohérence du projet. Non, j'y crois absolument pas. En 2012, Nicolas Dupont-Aignan avait réuni moins de 2% des voix. Le bras de fer se durcit entre la Turquie et certains pays de l'Union européenne. Ces dernières heures, Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois pris à partie Berlin et La Haye. En cause, l'annulation de plusieurs meetings électoraux en faveur du référendum du président turc. Les précisions de Mounia Kessem. Devant une foule de partisans, Recep Tayyip Erdogan récidive. Le président turc s'en prend une nouvelle fois aux Pays-Bas et n'hésite pas à évoquer le massacre de Srebrenica que le contingent néerlandais de casques bleus n'avait pas réussi à empêcher. Nous connaissons les Pays-Bas et les Néerlandais par le massacre de Srebrenica. Nous savons combien leur moralité a été entachée quand ils ont massacré 8000 Bosniaques. Pour le Premier ministre néerlandais, le président turc est allé trop loin. Ce qu'il a dit à propos de Srebrenica est une réécriture de l'histoire. C'est inacceptable. Le président turc devient de plus en plus hystérique. Cela n'aide pas à l'amélioration de la situation. Les relations bilatérales entre les deux pays sont suspendues depuis lundi et l'ambassadeur néerlandais actuellement absent de Turquie est déclaré indésirable. La chancelière allemande Angela Merkel est également pointée du doigt pour son soutien aux Pays-Bas. Malgré les appels au calme lancés par l'Union européenne et par l'OTAN, Recep Tayyip Erdogan ne compte pas en rester là. Nous montrerons à ceux qui pensent pouvoir s'en sortir avec des excuses qu'ils commettent une erreur. Les mesures prises au Conseil des ministres lundi vont se poursuivre. Selon le vice-premier ministre turc, des sanctions économiques sont désormais envisagées. Les Pays-Bas, justement, 13 millions d'électeurs doivent se rendre aux urnes ce mercredi pour des élections législatives très attendues dans le pays et en Europe. Le dernier débat télévisé réunissant les principaux candidats a eu lieu ce mardi soir. Dans les sondages, ils sont toujours deux au coude à coude pour l'emporter. D'un côté, Mark Rutte, l'actuel Premier ministre. De l'autre, son rival populiste, Geert Wilders, plus que jamais aux portes du pouvoir. Perrine Kettels. La poignée de main est cordiale. Mais très vite, les coups s'enchaînent. Parmi les principaux points d'achoppement entre les candidats néerlandais, l'immigration. Les Pays-Bas appartiennent à tout le monde. Voilà le message que nous devons donner aux enfants. Mais ce n'est pas votre message, monsieur Wilders. Ça ressemble à des paroles de chansons à la Woodstock dans les années 60, pour des gens qui passent des heures à fumer le narguilé. Les Pays-Bas appartiennent aux Néerlandais, à des gens qui ont choisi notre pays à 100%. Un credo pour le candidat d'extrême droite qui souhaite désislamiser les Pays-Bas. S'il devient Premier ministre, il promet de fermer les frontières aux migrants musulmans, d'interdire la vente du Coran ou encore de fermer les mosquées. Selon les derniers sondages, son parti ne cesse de reculer. Il ne raflerait que 19 sièges sur les 40 espérés. Le favori, c'est lui, Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas depuis 2010. Lui joue la carte de l'unité face à la montée du populisme. D'après les sondages, son parti serait crédité de 17% des votes, même si une très large majorité des électeurs néerlandais reste indécise. Le vote sera regardé de très près par les Européens à quelques semaines des élections en France et en Allemagne, car les Pays-Bas sont perçus comme le baromètre de l'extrême droite sur le continent. Depuis le feu vert du Parlement, Theresa May a désormais les mains libres pour envoyer sa lettre de divorce à l'Union européenne. La première ministre britannique a annoncé ce mardi qu'elle allait bien déclencher le Brexit dans les prochains jours, mais sans donner de date précise. La reine devrait-elle bientôt donner son accord au déclenchement de l'article 50 du traité de l'Union ? La Syrie est devenue une chambre de torture. Déclaration alarmiste du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Alors que le conflit entre dans sa 7e année, les Nations Unies sont particulièrement préoccupées par le sort des civils syriens, des milliers de personnes chassées de chez elles par les combats. Kim Vodine. La guerre en Syrie entre dans sa 7e année et la situation est toujours aussi déplorable.
Le pays tout entier est devenu une salle de torture, un lieu d'horreur sauvage et d'injustice absolue. Alors que le conflit entre dans sa 7e année, c'est le pire désastre fait par l'homme que le monde ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le haut-commissaire a pointé du doigt les dizaines de milliers de détenus incarcérés pour la plupart dans les prisons du régime. Il a évoqué les atrocités commises par le groupe État islamique sur la communauté yézidi, mais aussi le sort des enfants. Lundi, un rapport de l'UNICEF annonçait que 2016 avait été la pire année pour les enfants syriens. 652 enfants tués, 255 à l'intérieur ou près d'une école, 338 lors d'attaques d'hôpitaux. En cause, les bombardements du régime syrien. Le haut-commissaire lui reproche d'avoir attaqué et mené une guerre contre son propre peuple. Une responsabilité qui, pour l'ONU, incombe aussi à la Russie. Les vétos ont maintes fois repoussé l'espoir de mettre fin à ce carnage insensé et ont empêché de renvoyer la situation en Syrie devant la Cour pénale internationale. La délégation syrienne absente de la réunion à Genève a de son côté démenti tout recours systématique à la torture. L'émissaire de la Russie a, lui, estimé que cette réunion n'était qu'une perte de temps. Selon l'OSDH, depuis 2011, le conflit syrien a fait 320 000 morts et plus de 150 000 disparus. Près de 5 millions de personnes ont dû fuir leur pays. Après l'Italie, la France a signé un accord avec des organismes de bienfaisance chrétiens. Il doit permettre d'accueillir 500 réfugiés syriens et irakiens en provenance du Liban, et ce dans les 18 mois à venir. Un accord signé à l'Élysée en présence du chef de l'État français. Des écoles fermées, des milliers de vols annulés, des vents soufflant jusqu'à 90 km/h. La tempête Stella a frappé le nord-est des États-Unis. New York n'a pas été épargné, même si le blizzard a été moins violent que prévu. Cécile Galluccio. En quelques heures, New York s'est retrouvé sous 20 cm de neige. Du coup, les cyclistes font du skateboard. Les déneigeuses tournent à plein régime. Et Central Park s'est transformé en station de ski. C'est la première fois que je vois de la neige. C'est génial, je veux dire, je l'ai vu à la télévision, mais là, c'est différent. On a fait une bataille de neige, il fait vraiment froid, alors maintenant on va aller se boire un chocolat chaud. De l'amusement d'un côté et de l'impatience de l'autre. La tempête Stella s'est étendue de Caroline du Nord jusqu'à l'est du Canada. Plusieurs écoles et commerces sont restés fermés. Il m'a fallu plus d'1 heure et demie pour arriver, c'était terrible. Je vais à peine commencer à travailler, je suis très en retard. Et il n'y a pas que sur les routes que le retard s'accumule. Mardi, 6100 vols vers ou au départ des États-Unis ont été annulés. Nous sommes en lune de miel. On est arrivé à New York, mais maintenant nous sommes bloqués ici. On va à Orlando. Il n'y a aucun vol pour l'instant et aucune chambre d'hôtel disponible. Stella a aussi perturbé l'agenda politique. La première rencontre entre Donald Trump et Angela Merkel a été reportée à vendredi. Un mot de culture pour finir à l'occasion du 100e anniversaire de la mort du célèbre sculpteur français Auguste Rodin. Le musée parisien qui porte son nom a donné carte blanche à l'artiste allemand Anselm Kiefer. Si vous êtes de passage à Paris, vous pourrez découvrir ces œuvres des deux artistes. Une exposition à parcourir jusqu'au 17 octobre prochain. C'est sur ces images que l'on se quitte. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau journal. À tout à l'heure.